Salut à tous, nouvel épisode et pour l'occasion enfilez vos polaires car on retourne une fois de plus dans le Grand Nord. Nous sommes en juin 41 en plein lancement de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'Union soviétique par les forces de l'Axe sur un front de plusieurs milliers de kilomètres. Durant les semaines qui vont suivre, l'URSS totalement désorganisée va voir ses armées reculer de plusieurs centaines de kilomètres. Dans ce contexte difficile où l'armée rouge est au bord de la noyade, Staline demande au Royaume-Uni et à ses alliés de soutenir l'effort de guerre soviétique. Ça tombe bien puisque quelques semaines plus tôt, le 11 mars 41, les États-Unis, qui à ce moment-là ne souhaitent pas entrer en guerre, ont adopté le Lend-Lease Act, la loi pré-bail. Cette politique promulguée par le président Roosevelt permet aux États-Unis de fournir tout matériel de guerre ou toute marchandise nécessaire à la survie de ses alliés. Selon ces mots, Roosevelt désire que les États-Unis soient l'arsenal des démocraties. Ah bah là, il y a le beau geste, pardon. Au départ, cette aide est destinée avant tout pour soutenir la Grande-Bretagne. Plus tard, elle fournira un important soutien à d'autres factions alliées telles que les soviétiques, la Chine ou encore la France libre. Ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, c'est l'aide reçue par l'URSS. Or, cette aide est très compliquée à acheminer jusqu'au territoire soviétique. Certaines livraisons se font par le corridor Perse, d'autres par la route Pacifique, même si pour cette dernière les choses se compliquent lorsque le conflit entre Américains et Japonais éclate. Il reste alors une troisième voie maritime d'acheminement qui, même si elle est risquée, reste surtout la plus courte. Elle représentera 23% de l'aide pré-bail à l'URSS durant la guerre et cette voie d'acheminement, c'est la route arctique. L'idée c'est de contourner la Norvège alors occupée par les Allemands et de faire naviguer des convois sur les eaux arctiques jusqu'aux ports russes d'Arkhangel et de Mourmansk. Néanmoins l'hiver, seul celui de Mourmansk est disponible puisqu'il est le seul à être libre de glace. Il est à noter que dès la fin juin 41, dans le cadre de l'opération Barbarossa précédemment évoquée, les Allemands appuyés par les Finlandais envisageaient de s'emparer de Mourmansk. C'est l'opération Silver Fox. Cependant, malgré qu'ils étaient doublement supérieurs en nombre, ils n'y sont pas parvenus. En effet, bien qu'en 41 le reste des lignes soviétiques se soit effondré, ici, autour de Mourmansk, elles ont parfaitement tenu, et ce malgré de puissants raids aériens subis. Les soviétiques étaient en effet parfaitement retranchés et le terrain et la météo ont grandement gêné la progression allemande. Le front stagne alors et le port de Mourmansk reste russe tout au long de la guerre. Un point absolument majeur pour tout le soutien matériel allié qui va suivre. Dans un premier temps, l'aide ne vient que du Royaume-Uni. Roosevelt n'élargit en effet le pré-bail à l'URSS qu'en octobre 41. Le premier de ces convois de ravitaillement, c'est le convoi Dervish. Celui-ci est composé de 6 cargos et de 20 navires d'escorte, part d'Islande le 21 août 41 et arrive au port d'Arkhangel 10 jours plus tard. Par la suite, de nombreux autres convois, en partance d'Islande, d'Angleterre ou d'Écosse, suivent le même objectif, et avec des cargos aussi bien anglais que norvégiens, soviétiques ou bien sûr américains, avec notamment les Liberty Ships, conçus spécialement pour l'occasion. Bien évidemment, le voyage de retour est également prévu et l'objectif toujours le même, atteindre l'arrivée sans tomber sur les Allemands en route. Vous êtes sûr que c'est le drapeau anglais, ça, chef? Alors au fil du temps, la taille de ces convois augmente considérablement, que ce soit par le nombre de cargos marchands ou bien par le nombre de bâtiments de guerre pour les escorter. En effet, à partir de 42, les Allemands intensifient grandement leur vigilance. D'énormes menaces rôdent alors dans les eaux glacées, telles que des U-boats, ou bien par exemple le Tirpitz, le plus gros cuirassé allemand du conflit, frère jumeau du redoutable Bismarck. Jusque-là, assez peu de pertes étaient à signaler dans les rangs alliés, mais la donne va changer. Le convoi PQ-16, parti de Reykjavik le 21 mai 42, se fait repérer 4 jours plus tard et subit des attaques aériennes et sous-marines. Le convoi, divisé, parvient néanmoins au port d'Arkhangel et de Mourmansk, mais sur les 36 cargos présents au départ, 8 manquent à l'appel. Le convoi PQ-17, parti lui aussi de Reykjavik le 27 juin, se fait lui aussi intercepter par l'aéronavale allemande. Le convoi est décimé et seuls 11 des 35 cargos du convoi atteignent Arkhangel. Suite à ces événements, les convois d'août 42 sont reportés. Début septembre, le convoi PQ-18, mieux défendu avec notamment un porte-avions d'escorte, effectue sa mission. Attaqué, il parvient à neutraliser 7 sous-marins et une quarantaine d'avions ennemis. Néanmoins, seulement 27 cargos sur 40 atteignent l'arrivée. Alors, à nouveau, les convois sont interrompus et ce jusqu'à décembre, les navires d'escorte étant mobilisés pour préparer le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 42. D'ailleurs, de décembre 42 jusqu'à la fin de la guerre, la menace allemande diminue grandement, notamment par le fait que sur le front Est, les combats s'intensifient. Et oui, à force pour les Allemands, ça devient un peu compliqué d'être présent partout.
Cela se ressent sur la sécurité des convois, puisque sur cette période, sur 550 cargos répartis en 22 convois, seuls 9 seront coulés. Alors ça n'empêchera pas pour autant de nouvelles batailles navales, puisque parfois les escortes seront amenées à jouer leur rôle pleinement et donc d'engager le combat avec les navires allemands venus à leur rencontre. On peut citer par exemple la bataille de la mer de Barents, ou bien encore la bataille du Cap Nord. Les Allemands perdront alors de précieux bâtiments de guerre tels que le Admiral Hipper, le Scharnhorst ou bien encore le Tirpitz, que je vous évoquais tout à l'heure, qui lui pour le coup a été bombardé par l'aviation britannique. On peut donc facilement comprendre à quel point de 41 à 45 ces convois évoluaient sous une énorme tension. Ils naviguaient avec la peur de l'ennemi, mais aussi la peur de la météo. Il faut bien prendre conscience que ces convois circulaient dans l'Arctique, où les températures peuvent chuter jusqu'à moins 60 degrés. La glace se formait littéralement sur les navires pendant qu'ils naviguaient, donc il fallait la casser au fur et à mesure. La mer était très capricieuse, il y avait des tempêtes, du brouillard très épais. L'hiver, il y avait la banquise de former, donc les convois devaient se rapprocher des côtes et donc de la menace allemande. L'été, il n'y avait plus la banquise, donc on pouvait s'éloigner des côtes, mais on s'exposait par contre aux icebergs. Ouais, le sort s'acharne, quoi. C'est moi qui raconte ou c'est vous? Allez-y, marchez. Bref, ces hommes ont bravé des conditions extrêmes et ont permis d'alimenter le précieux soutien fait à l'Union soviétique. Et parlons-en de ce soutien, puisque l'aide anglaise a permis aux soviétiques de recevoir du matériel tel que des avions ou encore des chars. D'ailleurs, fin 41, 25% des chars moyens et lourds en service dans l'armée rouge sont issus de l'aide britannique. C'est énorme. Ils ont eu l'immense avantage d'arriver tôt, à un moment où l'URSS ne parvenait pas à compenser ses pertes. Et ensuite, à partir de octobre 41, l'aide américaine vient se rajouter, même si les livraisons s'amplifient vraiment qu'à partir de la fin 42. Dans ces livraisons américaines, qui contenaient aussi des produits canadiens, on trouve énormément de choses, à commencer par des locomotives et des wagons. Près de 93% du matériel ferroviaire des soviétiques durant le conflit était issu du pré-bail. On trouve aussi du matériel agricole, plus de 400 000 camions et jeeps, des chars, des avions, des navires, du matériel radio, des armes, de la nourriture et aussi des vêtements, notamment 14 millions de paires de chaussures. Au total, via le pré-bail, les Américains ont apporté à l'URSS près de 11 milliards de dollars de marchandises. Alors bien sûr, je précise, ces chiffres ne concernent pas que les convois de l'Arctique, bien évidemment. Cela englobe la totalité des marchandises acheminées par les 3 voies d'approvisionnement qu'étaient la route arctique, le corridor perse et la route pacifique. Pour l'anecdote, sachez que cette aide de 11 milliards envers l'URSS ne concerne que 22% de l'aide pré-bail totale apportée par les Américains durant le conflit. À titre de comparaison, le Royaume-Uni a lui reçu 30,7 milliards de marchandises, soit 62% de l'aide pré-bail totale. Deuxième anecdote, on parle du pré-bail américain, mais il existait un pré-bail inversé, où justement l'Empire britannique et les soviétiques fournissaient aux États-Unis du matériel en retour. Bien que minime, l'aide soviétique a permis notamment aux Américains de recevoir des matières premières telles que le chrome, le manganèse ou encore le platine. Au final, pour en revenir aux convois de l'Arctique, ce sont près de 80 convois qui ont navigué entre août 41 et mai 45. On estime que près de 1400 cargos sont parvenus à livrer du matériel à l'URSS, néanmoins une centaine de navires a été coulé, dont plus des 3/4 étaient des bateaux marchands, et on compte près de 3000 morts. Voilà pour cet épisode, alors on aurait pu s'attarder davantage sur les aides fournies au Royaume-Uni ou même encore à la France libre, mais aujourd'hui je voulais m'attarder surtout sur l'aide fournie à l'URSS. De même concernant l'aide fournie à l'URSS, on aurait pu s'attarder davantage sur les autres voies d'acheminement des marchandises, mais je voulais vraiment me concentrer sur les convois de l'Arctique, qui est un sujet à mon sens méconnu et qui est pourtant passionnant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.